Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui se trouve être la suite de la vidéo de la semaine dernière sur le magazine Science et Vie numéro 1169 de février 2015 où j'avais donc feuilleté la première partie du magazine et nous avions notamment parlé de l'énergie de la vie avec les gouttes d'eau, des voitures sans conducteur, de greffe d'utérus et de plein d'autres choses, d'un film qui s'appelle Europa Report que je vais peut-être voir prochainement parce que ça m'a plutôt intéressé. Nous avions parlé de Rosetta, du disque de Phaistos, de la curiosité du cerveau. Nous avions parlé du réchauffement climatique et de beaucoup d'autres choses que je vous laisse découvrir dans la première vidéo si vous ne l'avez pas vue. Le lien est dans la description. Des batteries qui explosent. Nous avions parlé de la pollution et du tabagisme très vite, de l'énergie, de la vie. Nous avions également évoqué, je ne sais plus, voilà, je parcours vite fait les pages que nous avions lues. Les origines de la Lune. Nous avons parlé des microbes aussi. De la population mondiale, de la bombe démographique, de la greffe d'utérus chez la femme, mais aussi chez l'homme. Voilà. Et des voitures autonomes. Voilà. Et aussi des moteurs de recherche qui détectent tout seuls le contenu des images sur Internet. Et donc le terrorisme que je n'ai pas vraiment lu, mais que je n'ai pas vraiment lu. Voilà. Alors, aujourd'hui, ce seront donc des articles en bref, assez courts pour la plupart, comme vous pouvez le voir. Et je vais continuer à manger quelques bonbons au cours de la vidéo. Et je vais commencer tout de suite. L'Europe fait coup double avec Ariane 6. Ça y est, c'est signé. Un accord a enfin été conclu au sein de l'Agence spatiale européenne au sujet de la 6e déclinaison du lanceur Ariane, ou plutôt de ses déclinaisons. Ce sont en effet deux versions hautes de 70 mètres qui vont être construites. La première, A64, la plus puissante, dotée de 4 boosters et réservée aux vols commerciaux, satellites de télécommunications, pourra hisser 2 satellites de 10,5 tonnes au total en orbite géostationnaire, comme Ariane 5. La seconde, A62, propulsera avec ses 2 boosters
satellite de 5 tonnes environ à la fois. Institutionnel celui-ci, scientifique ou militaire. Sur ce marché, l'américain SpaceX notamment, soutenu par la NASA, casse les prix avec ses fusées Falcon. Dans ce contexte, Ariane 6 se présente comme un bon compromis qui doit offrir plus de souplesse qu'un lanceur unique et diminuer le coût des lancements. C'est surtout une manière pour l'ESA de reprendre la main face à une concurrence grandissante, qu'elle soit chinoise, russe ou américaine. L'agence européenne espère ainsi atteindre les 12 lancements par an, dont 5 institutionnels, soit 19 satellites envoyés dans l'espace chaque année. Premier tir prévu en 2020. Nous avons ici une vue de la fusée A64. Des robots vigiles effectuent leur première ronde. Mi-Robocop, mi-R2D2. 5 spécimens de ce vigile du futur ont fait leur apparition sur le campus de Microsoft, dans la Silicon Valley. Nom de baptême K5. Ces agents de sécurité non armés, hauts de 1,5 m, larges de 90 cm et pesant 136 kg, sont l'œuvre de la société californienne Knightscope. Campés sur 3 roulettes, ils circulent lentement, mais peuvent aussi piquer des pointes de vitesse en cas de besoin. Bardés de capteurs, lidar, caméras, GPS, micro, détecteurs, scanners, ils émettent une alarme sonore ou préviennent les forces de l'ordre à la moindre anomalie. Autonomie annoncée, 24 heures et seulement 20 minutes de temps de recharge. Un jardin public souterrain verra bientôt le jour à New York. Comment introduire plus d'espaces verts en ville? En réinvestissant des lieux abandonnés, comme cette station de trolleybus désaffectée dans les sous-sols de New York, clame un petit groupe d'architectes et d'ingénieurs à l'origine du projet Low Line. Baptisé ainsi en référence à la High Line, un parc new-yorkais surélevé créé sur une ancienne voie ferrée, ce premier parc souterrain a, en plus, la particularité de pouvoir être éclairé à la lumière du jour. Des paraboles installées dans les rues juste au-dessus collectent les rayons du soleil pour les diffuser sous terre via des fibres optiques, ce qui permet aux plantes de pousser au milieu des rails et aux promeneurs de profiter d'une luminosité naturelle. Les négociations avec les autorités sont en cours pour une ouverture du parc au public dès 2018. Le creusement d'un canal gigantesque a commencé au Nicaragua. De plus en plus de marchandises transitant par bateau, le trafic en mer s'intensifie et la taille des navires ne cesse d'augmenter. Résultat, c'est l'embouteillage, en particulier au niveau du canal de Panama qui relie les océans Atlantique et Pacifique. D'où le projet de creuser 500 km plus au nord un nouveau canal passant par le lac Nicaragua, qui sera à la fois plus long, 278 km, plus profond, 27 mètres, et plus large, 200 à 500 mètres. Un chantier gigantesque confié au groupe chinois HKMD pour un budget de 50 milliards de dollars. Les travaux qui viennent juste de commencer devraient être terminés en 2020. Idée neuve, créer un super Wi-Fi grâce aux fréquences libres de la télé. Arne Weber, économiste, Institut de technologie de Karlsruhe, Allemagne. Avec l'essor de la télévision numérique, TNT, ADSL, câble, fibre, pourquoi ne pas récupérer les fréquences laissées vacantes par l'abandon de l'analogique pour développer un super réseau Wi-Fi gratuit? Pour l'économiste Arndt Weber et son collègue Jens Elsner, ingénieur en télécommunications,
Un tel réseau aurait de multiples avantages. D'abord, celui d'offrir une couverture plus importante, plusieurs kilomètres de rayon contre quelques mètres pour les réseaux locaux sans fil, et comme le Wi-Fi. Cette technologie réduirait aussi le coût des communications. Enfin, elle pourrait entraîner le développement de divers services, dont des outils de communication efficaces en cas de catastrophe naturelle. Reste à convaincre les gouvernements d'offrir les fréquences libres au plus grand nombre. C'est l'objectif que se sont fixés les deux chercheurs pour la prochaine conférence mondiale des radiocommunications qui aura lieu à Genève en novembre. Prédire les scènes de crime grâce au portable. Des chercheurs ont réussi à deviner dans quel quartier de Londres se produiraient des crimes le mois suivant avec une exactitude record de plus de 70%. En plus des statistiques démographiques, ils ont exploité les données fournies par un opérateur de téléphonie mobile concernant les 3 semaines précédentes. Les appels émis et reçus ont permis de connaître heure par heure et à l'échelle d'un pâté de maison les mouvements de population, proportion d'hommes et de femmes, de résidents et de travailleurs, répartition selon l'âge, et d'identifier plus finement les zones à risque au cours de la journée. Kromění, Pays-Bas. Une piste cyclable pavée de panneaux solaires. Recouvrir de panneaux photovoltaïques l'ensemble des toits néerlandais n'assurerait que 25% des besoins en électricité du pays. D'où l'idée d'exploiter les 140 000 km de routes et les pistes cyclables qui les longent. À Kromění, 100 mètres de pistes cyclables viennent ainsi d'être pavés de panneaux solaires, installés dans des modules en béton et recouverts d'une plaque en verre trempé. Cette portion servira de test pendant 3 ans. L'électricité produite sera utilisée pour l'éclairage public et les feux, voire à terme pour la recharge des véhicules électriques. Écosse. Des flotteurs vont transformer les vagues en électricité. Profiter du mouvement des vagues pour générer de l'électricité. Voilà l'ambition de WaveNet, un projet né en 2007 et dont les essais commerciaux ont débuté au large de l'île de Muck en Écosse. 3 séries de 6 flotteurs ont été mises à l'eau en vue d'alimenter une ferme salmonicole. À l'intérieur de chaque flotteur, d'une capacité de 7,5 kW, une station de pompage convertit l'énergie mécanique des vagues en énergie hydraulique, puis en électricité. Le dispositif fonctionne dans une profondeur d'eau minimale de 20 mètres et supporte des vagues de 6 mètres de haut. Prochaine étape, doubler la capacité de chacun des flotteurs avant d'obtenir à l'horizon 2024 un maillage de 1,25 km de longueur produisant jusqu'à 100 MW. Rendez-vous en 2025. San José, États-Unis. Les Californiens boiront bientôt l'eau recyclée de leurs toilettes. Les eaux usées peuvent être débarrassées des germes et des polluants chimiques dans des usines de traitement. C'est le cas en Californie, où les ressources en eau douce atteignent régulièrement des niveaux critiques à la suite de sévères épisodes de sécheresse. La plus performante des usines de recyclage d'eau américaines, inaugurée l'été dernier dans cet état, traite ainsi de l'eau qui est ensuite utilisée pour l'irrigation des champs, l'arrosage des parcs, et qui devrait d'ici à 2025 être injectée dans le réseau d'eau potable, car les technologies employées par ce centre avancé de purification assurent un niveau de pureté inégalé. Un processus de microfiltration élimine d'abord solides et bactéries, puis l'eau passe sous haute pression à travers des trous aussi petits que ces molécules. Elle est ainsi débarrassée des sels, virus, produits pharmaceutiques, pesticides. Enfin, comme pour la stérilisation des médicaments ou des jus d'orange, elle est bombardée d'ultraviolets pour tuer les éventuelles
résiduels. De quoi éliminer 99,99% des agents pathogènes. Un exemple à suivre pour nombre de régions en manque d'eau. L'ascenseur à lévitation de demain circulera aussi à l'horizontale. L'ascenseur tel qu'on le connaît aujourd'hui a atteint ses limites dans les gratte-ciel. Temps d'attente interminable, long couloir à parcourir à pied. Le groupe allemand ThyssenKrupp propose donc de le réinventer complètement en créant une version sans câble nommée Multi qui se déplace aussi à l'horizontale. Reprenant la technologie des trains magnétiques, Multi parcourt tout le bâtiment à la vitesse de 5 mètres par seconde, lévitant au-dessus de longs rails de guidage dotés de puissants électro-aimants et passant de la verticale à l'horizontale via des rails pivotants. Plusieurs cabines peuvent ainsi circuler en même temps, ce qui réduit les délais d'attente à moins de 30 secondes. Ce type d'ascenseur pourrait aussi permettre d'innover davantage dans la forme des bâtiments. Un premier prototype devrait être testé d'ici à fin 2016 dans la future tour d'expérimentation du groupe à Rottweil, en Allemagne. Moi, ça me fait penser à Charlie et la chocolaterie. Les futurs pères ont moins de testostérone. La modification du comportement des futurs pères pourrait s'expliquer par des fluctuations de leur niveau d'hormones, selon une petite étude américaine. Avant l'accouchement, le taux de testostérone baisserait en même temps que leur agressivité. La bière se renverse moins facilement que le vin. Peut-être l'aviez-vous déjà remarqué, la bière est moins facile à renverser que les autres boissons. Des physiciens français et américains viennent de le démontrer et même de l'expliquer. En cause, le frottement contre les parois du verre des bulles qui composent la mousse de la bière. Ces frottements ralentissent le soulèvement du liquide qui se produit lorsqu'on est bousculé ou qu'on tremble, évitant ainsi le débordement. Si avec une Guinness dont la mousse est particulièrement riche en bulles, on peut donc se déplacer tranquillement le verre à la main, une tache de vin est par contre vite arrivée. Éteindre sa cigarette aide à moins boire. Quelques semaines après l'arrêt de l'alcool, les neurones des non-fumeurs alcooliques montrent des adaptations qui, chez les fumeurs, sont absentes, ce qui est associé à une plus grande envie de boire. La couleur de la tasse influe sur la perception du café. Un même café servi dans des tasses identiques mais de couleurs diverses est perçu différemment par le buveur. Plus fort dans un mug blanc que bleu ou transparent. Peut-être parce que sa couleur, associée à son amertume, ressort davantage. L'altruisme peut s'apprendre aux enfants en bas âge. Récemment, plusieurs études ont montré qu'encourager les comportements altruistes chez les enfants par des mots ou des récompenses était inefficace, voire contre-productif. Ce qui pouvait suggérer que l'altruisme des enfants ne peut pas être acquis et qu'il est simplement inné. Faux, répondent aujourd'hui des chercheurs américains. L'altruisme peut s'apprendre. Il faut juste choisir la bonne méthode. Dans leur expérience, les enfants de 1 à 4 ans avec qui ils jouaient à se renvoyer une balle étaient ensuite plus enclins à aider des inconnus à attraper un objet et à faire preuve de générosité vis-à-vis de ceux avec qui ils avaient joué que les enfants qui s'étaient divertis avec leurs propres jouets. Dîner plus tôt pourrait prévenir obésité et diabète. D'après une étude américaine sur près de 400 souris, prendre son petit déjeuner plus tard et dîner plus tôt pourrait protéger de l'obésité et des troubles métaboliques, voire les guérir.
leur santé. Et lorsqu'elles étaient soumises à un régime gras, restaient plus minces que celles qui s'alimentaient quand elles le voulaient. Le bénéfice était d'autant plus grand que la durée des jeûnes était longue, jusqu'à 16 heures par jour, et il persistait même quand les souris étaient autorisées à s'alimenter à n'importe quelle heure, 2 jours par semaine. Le chocolat ne serait pas si bon pour le moral. Une expérience menée sur 100 volontaires a montré que l'anxiété provoquée par un film ne se dissipait pas plus vite après avoir mangé du chocolat ou autre chose, fruits secs. C'est avec le temps que les idées noires s'évacueraient. Qui se sent jeune voit son espérance de vie allongée. Pendant 8 ans, l'Université de Londres a suivi 6489 individus de 52 ans et plus. Verdict, leur taux de mortalité s'est révélé de 14% chez ceux qui se sentaient plus jeunes, contre 18,5% chez ceux qui se sentaient de leur âge, et 25% chez ceux qui se sentaient plus vieux. La junk food pèse sur le psychisme des ados, pas des abdos. Les chercheurs iraniens ont établi que les enfants et ados montrent plus souvent des symptômes de détresse psychologique quand ils mangent beaucoup de snacks gras, salés et sucrés. Ce déséquilibre nutritionnel impacterait le cerveau. Moins lire ces emails rend plus serein. Si ce bénéfice n'est pas très surprenant, il vient d'être démontré grâce à une étude canadienne menée par l'Université de Colombie-Britannique sur une période de 2 semaines. Pendant la première, 124 adultes ne pouvaient regarder leur mail que 3 fois dans la journée. La semaine suivante, ils pouvaient laisser leur messagerie ouverte et la consulter autant de fois qu'ils le souhaitaient. Chaque jour, ils évaluaient leur état d'esprit. Résultat, les participants ont éprouvé moins de stress et plus de bien-être quand l'accès aux mails était limité que lorsqu'ils pouvaient les consulter sans limitation. Question-réponse. Notre stature dépend-elle du nombre ou de la taille de nos cellules? La réponse est claire. La différence entre une personne plus grande et une plus petite dépend du nombre de divisions cellulaires avant l'arrêt de la croissance, régie de façon hormonale, qui détermine pour la vie la longueur des os. Tranche Joël Sobczak-Tepot, spécialiste de la prolifération cellulaire à l'université Pierre et Marie Curie à Paris. Ainsi, plus les divisions sont nombreuses, plus les cellules seront nombreuses et plus les individus seront grands. Question muscles, c'est très différent. Les cellules du cœur atteignent leur nombre définitif autour de 1 an. Au-delà de cet âge, tout accroissement du muscle vital se fait par augmentation de la taille des cellules. De l'inconvénient d'être trop grand. Indépendamment de la stature de la personne, le cœur va adapter sa dimension à l'effort qu'il doit fournir pour pomper le sang, explique la biologiste. Il va changer sa géométrie en réponse à ce que l'organisme entier lui demande. Même schéma pour la gonflette, qui porte bien son nom et engendre une augmentation de la taille, mais pas du nombre de cellules. À noter enfin que les cellules ne pouvant se diviser indéfiniment, chacune des divisions engendre un vieillissement de la cellule qui aboutit à long terme à sa sénescence. Les personnes plus grandes ont donc des cellules prématurément vieilles, souligne Joël Sobczak-Tepot. Leur capital est déjà un petit peu entamé. Quelle est la vitesse de l'électricité dans un câble? Celle d'un escargot.
juste après avoir appuyé sur l'interrupteur, parce que les électrons sont déjà présents tout au long du circuit. Il ne faut pas confondre, prévient Pierre Luagini de la Société française de physique et maître de conférence à l'Université de Paris-Sud. Ce ne sont pas les électrons de départ qui se sont propagés instantanément, mais l'information de mouvement associée à un champ électrique qui se déplace à plusieurs centaines de milliers de kilomètres par seconde. D'où vient la peau du lait? Le lait ne contient évidemment pas que de l'eau, souligne Virginie Nicolet de France Agrimaire, établissement national des produits de l'agriculture et de la mer. On y trouve notamment 3% de protéines, des caséines, longues molécules repliées sur elles-mêmes. Exposées à environ 80 degrés Celsius, elles se déplient et se regroupent en formant une sorte de filet. Sous l'effet de la chaleur, les fines gouttelettes graisseuses présentes aussi dans le lait se rassemblent sous forme de gouttes plus grosses. Celles-ci, moins denses que les autres constituants, remontent à la surface en même temps que le filet de protéines. Ce mélange de graisse et de protéines crée une structure solide qui flotte sur le lait. C'est ce qu'on appelle la peau du lait, conclut la spécialiste. Cette crème en suspension est comestible. Les pâtissiers l'utilisent d'ailleurs dans certains biscuits en raison de sa texture bien particulière. Quelle est la plus grande structure connue dans l'univers? A priori, ce sont les superamas. Sous l'effet de la gravitation, les étoiles se regroupent en galaxies, qui s'assemblent en amas de galaxies, qui eux-mêmes se regroupent en superamas. Ceux-ci, qui s'étendent sur plusieurs centaines de millions d'années-lumière, seraient donc ce qu'il y a de plus grand dans l'univers. La Voie lactée fait ainsi partie du superamas Laniakea, dont les contours viennent d'être fixés à 500 millions d'années-lumière de diamètre. Pour rappel, une année-lumière, c'est la distance que met la lumière à parcourir en une année. Donc c'est très grand. Et pourtant, les astronomes ont découvert en 2013 un groupe de 73 galaxies qui fait 4 milliards d'années-lumière de long. Un autre monstre, c'est 40 000 fois la taille de la Voie lactée. Cette structure nommée Huge Large Quasar Group, LQG, est si vaste que si on pouvait la voir à l'œil nu dans le ciel, elle s'étendrait dans la constellation du Lion sur une largeur équivalente à 30 pleines lunes côte à côte, malgré sa distance. Au contraire des amas et des superamas, les galaxies qui constituent le Huge LQG sont si éloignées les unes des autres qu'elles ne sont pas liées gravitationnellement. Pourtant, on peut bel et bien parler de structure, car à partir de l'échelle de 1 milliard d'années-lumière, l'univers est parfaitement homogène. Ce principe d'homogénéité à la base même du modèle cosmologique. La théorie qui décrit l'univers a été vérifiée en 2013 par le télescope spatial Planck. Ainsi, chaque cube qui fait 1 milliard d'années-lumière de côté est censé être de même densité de matière que ses voisins. Et le LQG est un grumeau dans cette soupe uniforme. Une zone où il y a plus de matière qu'ailleurs. Une structure, donc. Et la plus grande jamais découverte. En attendant, peut-être qu'un autre monstre sorte de l'ombre. Des astronomes ont entreaperçu en 2013 une concentration de galaxies nommée Grand Mur d'Hercule de 10 milliards d'années-lumière de long. Ils sont en train
son existence. Comment font les chevaux pour dormir debout? Les chevaux, qui n'ont besoin de dormir que 3 heures par nuit, bloquent les articulations de leurs pattes, qui peuvent ainsi supporter des centaines de kilos. Ils ont tout de même besoin d'un faible tonus musculaire au niveau de leurs quadriceps, détaille Laureline Lecoq, spécialiste en médecine interne équine. C'est pour cela qu'on les voit changer de pied d'appui quand ils se reposent debout. Le sommeil dans cette position n'est pas très réparateur. Pour entrer dans le sommeil profond, puis paradoxal, les chevaux doivent s'allonger sur le sternum, puis sur le côté. Cependant, explique la vétérinaire, ils peuvent préférer la position debout lorsqu'ils ressentent un sentiment d'insécurité. Ce qui s'observe souvent chez les chevaux hospitalisés ou chez ceux qui voyagent beaucoup. Ils ne se couchent qu'après plusieurs jours, voire plusieurs mois passés dans leur nouveau milieu. Sapiens est-il le seul à enfanter dans la douleur? Non, mais même si on ne peut pas l'affirmer avec certitude, car il est difficile de quantifier la douleur d'une autre personne et encore plus celle d'autres espèces, on pense que l'accouchement humain est le plus douloureux du règne animal, répond Wenda Travatan, anthropologue biologiste américaine. C'est en tout cas le plus long de tout le règne animal. Selon une étude récente, les femmes accouchant pour la première fois et à terme, le travail dure en moyenne près de 9,5 heures, soit 5 fois plus que les grands singes anthropoïdes comme le gorille, le chimpanzé et l'orang-outan, ou 9 fois plus que pour la baleine qui a pourtant 18 mois de gestation. Selon les chercheurs, l'enfantement humain serait devenu de plus en plus douloureux au fil de l'évolution à cause de 2 changements anatomiques majeurs de notre espèce. D'abord, le passage à la bipédie il y a plus de 3,5 millions d'années. Ce changement a induit un basculement vers l'avant du bassin de sorte que le canal de naissance est coudé et donc plus difficile à traverser pour le fœtus. Le facteur de l'anxiété. L'autre évolution anatomique en cause est l'augmentation du volume de notre cerveau qui est passé de 600 cm3 il y a 2 millions d'années à près de 1500 cm3. Conséquence, le rapport de la masse du cerveau humain sur celle du reste du corps est de 7,44 contre 5,31 chez le dauphin et 2,49 chez le chimpanzé. Or, plus le volume crânien du fœtus est important, plus son transit dans le canal de naissance est difficile, d'autant que celui-ci est devenu plus étroit. Un autre facteur peut accentuer la douleur chez la femme, la peur et l'anxiété, des émotions probablement plus fréquentes chez les humains modernes, précise Wenda Travatan. Plusieurs études ont montré que les femmes détendues grâce à un soutien pendant l'accouchement ont besoin de moins de traitements antidouleurs. Notamment une grande étude publiée en 2012 par la Canadienne Hélène Hodnett, synthèse de 22 études menées sur plus de 15 000 femmes dans 16 pays. Grâce à des moyens culturels et technologiques dont la péridurale, l'humain est aussi finalement le seul mammifère à pouvoir rendre l'accouchement moins douloureux. À voir, à lire. Les grands singes s'installent à Paris. Exposition Grands Singes, Muséum national d'histoire naturelle. La spécificité des scientifiques du Muséum national d'histoire naturelle, c'est qu'ils ont une double mission, celle de mener des patients travaux de recherche et celle de les partager avec le public. Et cet hiver, ce sont les grands singes qui en profitent, pour notre plus grand plaisir. Une immersion complète entre 2 expéditions dans la forêt de Kibale, en Ouganda, où elle étudie les chimpanzés sauvages depuis une quinzaine d'années, la primatologue Sabrina Griff a concocté avec l'ethnologue Serge Pahuchet une importante exposition sur ses proches cousins, qui ouvrira ses portes pour plus d'1 an, le 11 février, à Paris. En attendant peut-être de tourner en province. Les grands singes, l'exposition permet d'abord de se faire une idée de ce que désigne ce terme, à savoir un groupe de primates sans queue, dotés d'un gros cerveau, aujourd'hui représenté par 6 espèces.
par nature grâce à des sculptures, des spécimens naturalisés et quelques squelettes sortis de l'impressionnante collection du muséum. On voyage ensuite dans le temps grâce au moulage d'ossements qui transporte le visiteur plusieurs millions d'années en arrière sur les traces de nos racines communes. La paléontologue Brigitte Sénut nous sert alors de guide en vidéo sur ces terrains de recherche africains. De quoi entrevoir comment l'évolution nous a séparés du chimpanzé il y a environ 8 millions d'années. Un jeu interactif dédié à la génétique via des comparaisons d'ADN permet également de reconstituer l'arbre généalogique des humanoïdes qui englobent hommes et grands singes dans une même famille. Le muséum offre ensuite un passage en images par l'histoire des sciences dont il fut un acteur majeur. On croise ainsi le très émouvant Joko, un chimpanzé adopté en 1740 par le grand naturaliste Buffon, qui fut empaillé à sa mort dans une improbable position assise. Vient ensuite le cœur de l'exposition, une immersion complète dans le milieu des grands singes, ce qui, au cœur de Paris, prend la forme d'un décor de forêt tropicale magnifiquement reconstitué, où le visiteur peut observer, à l'aide de larges projections, le comportement des animaux saisis dans leur milieu naturel. On découvre alors leur vie sociale, leur façon de se nourrir, de se déplacer, de communiquer. Une plongée fascinante qui interroge immanquablement sur la frontière entre homme et animal. Frontière que les grands singes rendent de plus en plus poreuse au fil des observations. Difficile en effet de ne pas être troublé par les découvertes de Sabrina Griff, qui a montré que les chimpanzés consomment certaines plantes pour leurs propriétés médicinales, et que chaque communauté a en la matière ses propres habitudes, de même qu'elle a ses gestes, ses codes, en un mot, sa culture. Impossible enfin de quitter l'exposition sans évoquer les menaces qui pèsent sur les grands singes et les moyens de les protéger. Muséum national d'histoire naturelle, Jardin des plantes, Paris, du 11 février 2015 au 21 mars 2016. Ouverture de 10h à 18h, sauf le mardi et le 1er mai. Tarif 9 €, avec un tarif réduit à 7 €. Le chat a 9 vies, le papier en a 5. Pour le papier, c'est prouvé. Recyclons les papiers. Et nous allons terminer cette vidéo par quelques articles des technofolies. La première voiture à hydrogène grand public. Cette berline de 4,89 mètres, commercialisée par Toyota depuis mi-décembre au Japon, inaugure une nouvelle génération de voitures qui roulent à l'hydrogène. Son nom, Mirai, qui signifie futur. Sous le capot, un moteur électrique est effectivement alimenté en courant par une pile à combustible qui fabrique de l'électricité grâce à un processus d'oxydation impliquant de l'hydrogène présent dans des réservoirs et l'oxygène de l'air. Résultat, aucune émission de CO2. La voiture ne rejette que de la vapeur d'eau. Et ce n'est pas tout. Mirai présente des atouts en matière d'autonomie comparé au tout électrique, puisqu'un seul plein réalisé en 3 minutes permet de rouler pendant quelques 500 km. Deux bémols cependant. L'hydrogène est essentiellement produit à partir de gaz naturel, ce qui, en termes d'émissions de CO2 du puits à la roue, place la Mirai au même niveau que les hybrides essence. Par ailleurs, le maillage en borne de recharge en hydrogène est pour l'instant quasi nul dans le monde, ce qui limite les possibilités de développement de la voiture. Toyota espère toutefois que les stations se multiplieront vite. Date de commercialisation prévue aux États-Unis, en Allemagne et en Grande-Bretagne pour septembre 2015. Pour la France, il faudra patienter jusqu'à 2017, le temps de voir un réseau suffisant se déployer. L'Hexagone ne comptant pour l'instant que 2 stations de recharge. Prix environ 78 500 €. Moteur électrique synchrone à aimant permanent de 154 chevaux. Pile qui produit de l'électricité grâce à l'oxydation de l'hydrogène.
réservoirs qui peuvent contenir jusqu'à 5 kg d'hydrogène à très haute pression et batteries nickel qui récupèrent l'énergie cinétique en phase de décélération. Il vous réveille avec l'odeur des croissants. Inventé par un jeune Nantais, le Sensor Wake vous tire du sommeil en douceur et en odeur. Choisissez une capsule contenant l'arôme qui vous fait envie, par exemple des viennoiseries, du chocolat, le café, et insérez-la dans le réveil. Au petit matin, à l'heure souhaitée, un ventilateur se met automatiquement en route et diffuse pendant plusieurs minutes l'odeur sélectionnée jusqu'à vos narines. Le réveil est doté de 3 modes, olfactif, sonore et lumineux, qui peuvent fonctionner ensemble ou séparément. Il est vendu avec 3 dosettes, chacune dure 2 mois. Prix environ 70 €. Le Sensor Wake. Le coin des prototypes. Un casque pour écouter la musique en 3D. À l'instar de l'image, le son en 3 dimensions est désormais largement utilisé dans les salles de cinéma grâce à des systèmes complexes, parfois composés de plusieurs dizaines de haut-parleurs. La start-up française 3D Sound Labs a créé un étonnant prototype qui procurerait cette même impression de son en 3D avec un simple casque audio. Nous avons rendu cela possible en suivant 2 principes: la simulation détaillée de l'acoustique de l'oreille humaine et la capture des mouvements de la tête afin d'assurer une immersion parfaite. Décrit Xavier Bonjour, cofondateur de l'entreprise. C'est bien français ça, bonjour. Destiné en premier lieu au marché du cinéma à la maison, le casque défini par les fondateurs comme l'équivalent sonore de l'Oculus Rift, un dispositif de réalité virtuelle, pourrait s'avérer très intéressant pour les mordus de jeux vidéo. Un patch anti-crevaison express pour vélo. Réparer une crevaison en 1 minute chrono sans enlever la roue. C'est ce que permet le Patch and Ride, commercialisé par la société américaine du même nom. Pour ce faire, on commence par repérer le trou en plongeant le pneu dans l'eau où il libère à la source de la fuite des bulles d'air. Puis on insère l'embout du Patch and Ride dans le trou et on active une cartouche à l'usage unique qui permet d'injecter un patch, un petit morceau de plastique avec de l'adhésif, à l'intérieur du pneu. Après avoir retiré l'outil, on appuie avec le pouce sur le trou, ce qui engendre une pression qui va légèrement faire sortir le patch du trou, assurant qu'il est scellé définitivement. Ce procédé, qui s'applique sur des orifices pouvant aller jusqu'à 3 mm de diamètre, fonctionne sur une grande variété de modèles, tubulaires, sans chambre à air, de montagne, large et même de poussette. Prix environ 35 €. Le premier robot capable de lire nos émotions. Se comporter comme un robot pourrait ne plus vouloir dire la même chose avec l'arrivée de Pepper. Conçu par l'entreprise française Aldebaran Robotics, ce robot humanoïde de 1,20 m est en effet le premier à être capable de communiquer plus naturellement avec les hommes. Son secret, il détecte les émotions grâce à ses caméras 2D et 3D et ses algorithmes de traitement d'images qui analysent le visage, sourire, froncement de sourcils et la posture de son interlocuteur. Si celui-ci a l'air préoccupé, Pepper le questionnera. Triste, il lui diffusera sa chanson préférée. Il pourrait ainsi tenir compagnie à des personnes âgées et les assister en leur rappelant de prendre leurs médicaments, par exemple. En complément, sa connexion Wi-Fi lui permet d'afficher toutes sortes d'informations, itinéraires, météo, sur sa tablette. Pour l'heure, il est employé comme agent d'accueil dans des magasins au Japon, où le public pourra se le procurer dès cet été. Pour la France, les discussions sont en cours. Prix environ 1200 €. Une toiture végétale prête à poser en kit. Une toiture végétale, c'est un bout de nature en plus, mais aussi une protection contre les infiltrations et un moyen d'améliorer l'isolation. Pour l'installer facilement, le fabricant français Vertige propose Mon Toit Vert, un kit prêt à poser et auto-irrigué. À l'intérieur, un tapis de plantes précultivées et 3 sous-couches en fibres naturelles livrées en rouleau qui assurent le drainage, la rétention d'eau et l'irrigation
grâce à un réseau de tuyaux à relier à une arrivée d'eau. Le tout se pose en quelques heures sur tout support protégé par une membrane d'étanchéité non fournie. Prix à partir de 800 €. Et vous n'avez pas l'occasion de le voir, ou plutôt si vous pouvez le voir, mais justement c'est parce que vous ne voyez plus. La batterie vient de s'éteindre et l'autre n'est pas chargé non plus. Donc je vais terminer les deux derniers articles sur un fond noir, ou peut-être je vais insérer quelques images. L'ordinateur qui transforme les murs en écran tactile. TouchPico de la société américaine TouchJet est un PC sous Android d'un nouveau genre. Il peut projeter son interface sur n'importe quelle surface, mur, tableau, etc. Mieux, cette surface devient tactile grâce à l'utilisation d'un stylo qui envoie un signal infrarouge à l'ordinateur pour qu'il calcule sa position sur la surface et sache s'il est ou non en contact avec elle. Cette fonction permet à TouchPico de déterminer avec quel élément vous interagissez, par exemple un lien internet, et comment, clic, glissement, etc. Peu volumineux, cet ordinateur tient dans une poche. Parmi les applications les plus intéressantes, il est aussi capable de projeter l'écran d'un autre PC ou d'un Mac grâce à une connexion Wi-Fi. Son autonomie est de 2h30. Prix environ 360 €. Le vélo qui grandit en même temps que les enfants. Little Big, de la société irlandaise du même nom, est un vélo capable de se transformer pour s'adapter à la taille d'un enfant de 2 à 7 ans. Dans sa version 2 ans, c'est une sorte de draisienne métallique. Dépourvue de pédalier, elle permet d'apprendre à trouver son équilibre et à se diriger. Quand l'enfant grandit, l'arrière du cadre peut être enlevé et remonté à l'envers afin de tourner sa courbure vers le haut. Ceci a pour effet de rehausser la selle de 10 cm et d'en éloigner le guidon de 5. On obtient ainsi un 2 roues plus grand auquel on peut ajouter un pédalier pour le transformer en vrai vélo. Le pédalier se monte alors sur le bas du tube soutenant la selle et est relié par une chaîne à un seul pignon sur la roue arrière. Prix environ 250 €. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Encore désolé pour la fin, puisque je n'avais plus de batterie sur ma caméra. Dans tous les cas, j'espère que, encore une fois, cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris des choses tout en vous sentant relaxé. Moi, je vais vous laisser. Je vais terminer mon bonbon avec vous. Et je vous dis déjà au mois prochain pour le prochain numéro qui sera le numéro 1170. Et merci encore d'avoir suivi. Et à très bientôt pour d'autres vidéos ASMR.